Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Wow! Les dessins animés font partie intégrante de notre jeunesse. De Code Lyoko à Bob l'éponge en passant par les Zinzins de l'espace et Scooby-Doo, une bonne partie d'entre nous a été élevée à ces génériques dont on a tous appris les paroles par cœur et qui nous font toujours un petit quelque chose quand on en entend les premières notes lors d'un blind test. Tous ces dessins animés, le long des années 2000, sortaient en grosse majorité sur ces gros programmes, qui étaient Tfou sur TF1, Gulli qui a cartonné sur la 18 notamment grâce à Pokémon et surtout l'un des plus grands, Ludo sur France 3, France 4 et France 5. Et s'il y en a un qui était difficile à louper, c'était bien les Zouzous. Depuis 1999 sur France 5, les Zouzous se sont fait une grosse réputation en se déclinant en 3 créneaux horaires qui leur feront prendre tout le temps disponible de nos têtes blondes. Debout les Zouzous avec Didou et Sam Sam, Midi les Zouzous avec la grosse popularité des animés japonais comme Olive et Tom et les Mystérieuses Cités d'Or. Et enfin Bonsoir les Zouzous avec principalement des rediffusions des autres programmes. Il y en avait pour tous les goûts, il y en avait pour tous les âges, et même si on n'était plus à l'heure de gloire du légendaire Club Dorothée, on n'en était pas loin. Et si comme moi vous étiez encore en âge de regarder tout ça vers 2007, il est fort probable que vous soyez passé devant l'un des génériques les plus reconnaissables de cette génération, avec ce beau gosse en slip dans la jungle et ses 2 timbales. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche de lit. Et je suis à peu près sûr que vous aussi, même si vous ne l'avez pas entendu depuis 15 ans, vous pouvez encore rechanter quelques paroles. Parce qu'il faut admettre qu'il y a certaines choses dans ce dessin animé, que ce soit l'éléphant de compagnie, Marguerite et Ursula, ou même le fait que ce Tarzan de Wish se paye H24 des troncs d'arbres, tout ça, ça ne s'oublie pas. Et je crois que j'étais plutôt fan à l'époque, même s'il ne me reste en tête maintenant que le générique. Assez fan pour qu'en allant à la bibliothèque avec mon père et en fouillant dans les rayons DVD, je tombe sur un film en live action qui datait de 10 ans plus tôt et produit par Disney lui-même. Georges de la jungle, aussi porte-avions. J'aimais bien, avec ce narrateur qui brisait le 4e mur, le singe qui parle, le toutou éléphant, Georges qui fait son Tarzan sur le pont de San Francisco. Et je ne sais pourquoi, récemment, ce film m'est revenu en tête et j'ai fait l'erreur, oh mon dieu, la grosse erreur de le regarder à nouveau. Et maintenant, je ne vois plus que les clichés américains, l'empire Disney qui détruit des licences et des blagues pas du tout appropriées pour des gens d'un si jeune âge. La toute première trace de Georges de la jungle date de 1967, à la télé en format épisodique très court d'environ 5-6 minutes par épisode. Cette série raconte l'histoire d'un jeune homme élevé par des singes qui se balance de liane en liane et ça vous dit pas quelque chose? On va donc commencer par dire le truc le plus obvious à propos de Georges, c'est une parodie de Tarzan. Tarzan, qui avant d'être le film d'animation à grand succès de Disney en 1999... Dites à mes amis que je m'en vais. Non, ça c'est Frères des ours. Ouais, mais c'est Phil Collins, si tu veux. Tarzan est d'abord apparu sous forme de feuilleton dans des magazines en 1912, et plus tard sorti sous le format de roman, avec le nom Tarzan chez les singes. Et je suis un peu tombé sur le cul en faisant cette vidéo, parce que si je sais que le Tarzan de Disney en animation a été un carton et est un film culte de notre génération et de la génération d'avant, j'étais à des lieues de m'imaginer que c'était 100 fois plus populaire il y a 100 ans. Déjà depuis sa création par Edgar Rice Burroughs en 1912, c'est pas moins de 20 romans écrits entre plusieurs auteurs jusqu'à 1965. Dont Tarzan sur Mars, que je n'ai pas lu mais qui attise fortement ma curiosité. Plusieurs BD et 55 longs métrages sur ce dernier siècle. Et moi qui me plains de Marvel. Et Tarzan, à la base, c'est l'histoire d'un jeune couple anglais riche qui, pendant une croisière, va assister à une mutinerie sur leur bateau et vont être débarqués et abandonnés sur une île pas habitée. La femme était enceinte et va donner naissance à un jeune homme dans la jungle. Les parents meurent, le garçon est élevé par des singes qui vont le nommer Tarzan, qui est la traduction de peau blanche dans leur langue. Très inutile comme info, mais je suis content de l'avoir quand même. Et c'est une histoire à mi-chemin entre une histoire d'amour avec Jane Porter et une critique de l'aristocratie anglaise, par le parallèle entre l'héritage de sa famille et son nouveau foyer primitif. Avançons maintenant jusqu'à un moment charnier de l'histoire des médias vidéo et de la télévision. Depuis le début des années 50, la télévision en couleur est vendue au grand public aux États-Unis. Le temps que la technologie se mette en place et que les grandes chaînes s'adaptent, c'est au tour de NBC, National Broadcasting Company, une des plus grosses chaînes alors, de s'y mettre elle aussi en 1960. La chaîne peut diffuser en couleur dans tous les salons, les gens adorent, c'est un événement et c'est une toute nouvelle façon de voir les choses, autant pour les spectateurs que les diffuseurs. Et s'il y en a un qui en a bien profité, c'est bien Jay Ward avec sa série d'animation Rocky Bullwinkle Show. Tout d'abord diffusé en 1959 en noir et blanc sur ABC, et ayant déjà un très fort succès en étant diffusé à l'heure où les audiences sont les plus fortes, il voit très vite une grosse opportunité et arrive à la refaire diffuser au meilleur créneau possible en 1961. Cette fois, elle est en couleur et juste avant le Walt Disney's Wonderful World of Color en bougeant de chaîne sur NBC. En bref, il se cale devant le programme le plus regardé sur une des chaînes du Big Three, les 3 chaînes les plus populaires de la télévision américaine. Même si le succès critique n'est pas forcément au rendez-vous face à la concurrence ardue en face, Jay Ward
Ward se fait un sacré nom grâce à ça. Tout va aller bien pour lui dans les années à venir, son business marchant très bien, et finira en 1967 par dévoiler une nouvelle idée de cartoon. Mélangeant la légende de Tarzan et une version cartoon de George Efferman, un bodybuilder de l'époque, Georges de la Jungle voit le jour. Le concept est très simple, une parodie de Tarzan maladroite qui vit des aventures folles dans la jungle, accompagné de son fidèle éléphant qu'il croit être un chien, un singe nommé Singe, Touki le toucan et enfin la belle Ursula. Et surtout une catchphrase qui rentre très bien dans le crâne, attention au tronc. L'attrait principal du dessin animé est donc George qui fait un sacré parallèle avec celui qu'il parodie. Tarzan était un homme décrit avec des super capacités et une grande force mentale, alors qu'ici George c'est tout l'inverse. Il est tout sauf agile et est con comme un balai. Et cette fois il ne critique rien du tout, il fait juste quelques blagues. Jay Ward est très content de sa production et même peut-être un peu trop vu qu'il autorise ses équipes à largement dépasser le budget de départ pour réaliser les épisodes. Résultat, l'animation de la série est très en avance sur son temps, ressemblant plus avec nos yeux de maintenant à quelque chose qui serait sorti dans les années 80 que les années 60. Mais à côté de ça, il fait tomber sa société dans la faillite et arrête la production à 17 épisodes seulement. La télévision en couleur débarque chez nous à la fin des années 70. Et voici la couleur. Et il nous faudra attendre le début des années 80 en France pour voir arriver George sur nos écrans. Et la série rencontre un grand succès avec un doublage exceptionnel. Écoutez bien la voix de George, je suis sûr que vous la connaissez. Oh mon pauvre toutou, mon pauvre petit toutou. C'est lui. Eh oui, lui, Pourquoi tu cries au secours? c'est aussi lui. Oh la conne. Oh la conne. Le monde est si petit. Bref, avec son succès, la série a le temps d'être diffusée quelques fois avant de tomber dans l'oubli. Ou pas tant que ça. Jay Ward décède à la fin des années 80. C'est donc dans la première moitié des années 90 que Dana Olsen, scénariste, se pencha sur une nouvelle idée, une parodie de Tarzan du point de vue de Jane. Il avait déjà un sacré passif dans le domaine en ayant travaillé avec Joe Dante et John Carpenter et penché sur cette nouvelle idée. L'idée de base était très simple. Une jeune américaine pourri gâtée arrive dans la jungle, se fait attaquer par un lion puis sauvée par l'homme singe, il tombe amoureux, et voilà. Son agent de l'époque lui a directement dit d'envoyer ça à Disney, sachant que la grosse boîte avait déjà racheté la licence de Georges de la Jungle. Au final, tout s'est bien goupillé. Disney n'avait pas encore de scénario, alors ils ont d'abord racheté celui d'Olsen avant de mettre carrément le gars dessus. Mais cette industrie étant ce qu'elle est, après 6 brouillons et quelques échanges avec Disney, ils ont fini par mettre quelqu'un d'autre sur le scénario, ne gardant au final que quelques vannes d'Olsen, alors qu'il était convaincu d'avoir écrit le script le plus drôle de sa carrière. Le film commence donc sur... C'est que la troisième fois que tu nous le mets aujourd'hui, je commence déjà à en avoir marre. On commence donc avec un avion qui se crache parce que jamais personne n'a cartographié l'Afrique et que les avions volent à seulement 100 mètres du sol. Personne ne meurt parce que... Personne ne meurt dans cette histoire. On en sort simplement avec de gros bobos. Mais il cherche George pendant à peine 5 minutes avant de juste disparaître. En fait, on ne les reverra jamais, les adultes, donc je ne sais pas s'ils sont morts, s'ils se sont fait sauver, ou alors s'ils se sont aussi habitués à la vie à la jungle. Donc George se paye des troncs d'arbres, se fait un ami singe, se paye un arbre, trouve un éléphant comme animal de compagnie, se paye un arbre, se fait un pote toucan, se paye encore un arbre... Et est-ce que vous avez compris à quel point cette vanne va être récurrente dans ce film? Un peu plus tard, après avoir épuisé tout le budget dessin animé, on retrouve George qui se... sans blague... À peine 2 minutes de film et il y a déjà 15 personnes qui se sont mis la tête dans un tronc. Ouais, j'ai compté. Pendant ce temps-là, Ursula arrive dans la jungle pour faire un reportage sur un sujet qu'elle ne connaît absolument pas. Regardez, c'est incroyable. Figuier Bagnan. Figuier Bagnon. Arrive au camp pour se faire retrouver, je veux dire attaqué par son conjoint et futur mari, Lyle Van de Groot. C'est son vrai nom. Tu as retrouvé ma trace. Donc Ursula s'est barrée jusque dans la jungle sans lui dire, mais sache qu'il n'a pas compris, vu qu'il a engagé sur AliExpress 2 trackers pour la retrouver et la ramener. Une relation saine, les enfants. Bref, s'ils sont tous là, c'est pour grimper à la montagne des singes et retrouver le grand singe blanc. Une terreur assoiffée de sang et... Merde, est-ce que quelqu'un a le défibrillateur? Ursula fait un tréplat. En montant là-bas, Lyle le connard fait tomber un gars d'une 50aine de mètres vers une mort certaine. Mais... Personne ne meurt dans cette histoire. On en sort simplement avec de gros bobos. Et il tombe sur un lion féroce, et c'est là que Lyle, le chevalier vaillant, sans peur et sans reproche, s'enfuit et tombe dans les pommes. Ursula est dans la mouise, elle ne peut faire face au roi de la jungle, et au moment où tout semble perdu, un cri retentit. George fait son apparition, et en tant que chevalier vaillant, sans peur et sans reproche, se paye un arbre. Ça va être long. Homme capable, mon cul. Il prend 3 jours à tomber de son arbre, se prend 14 branches au passage, non j'ai pas compté cette fois, pour s'en prendre une en plein dans les roubignoles, exactement au même endroit où il était 15 mètres plus haut. Mais c'était une feinte, haha, il tombe sur le lion et le combat commence. Et c'est enchaînement de blagues cartoonesques surfaites, et c'est le plus gros reproche que j'ai à faire à ce film. Vous allez le voir, le plus souvent le film n'a pas grand chose à dire, alors il comble le temps avec des séquences de just blagging sans aucun sens, pas spécialement drôle, même si je dois avouer qu'en regardant ce film pour cette vidéo, il y en a 2-3 qui m'ont fait rire. Pas un rire, hein, juste un soufflement du nez.
Et en même temps, je comprends qu'il passe autant de temps sur cette scène, vu que pour animer tout ça, tout devait être orchestré méticuleusement, alternant vrai lion, marionnette grandeur nature et CGI pour le félin. George sauve Ursula, ou presque, parce qu'il lui met la tête dans le tronc et le film peut enfin commencer. La belle américaine se fait donc kidnapper et développe un syndrome de Stockholm pour l'homme singe et retourne sa veste très rapidement en voyant les beaux pecs de George. Je ne veux pas que mon fiancé, le gars avec qui j'étais, se fasse trop de soucis. Elle est même très impressionnée par son gros tronc. Bref, le film divague beaucoup. Ursula veut retourner auprès de ses compagnons de route, mais d'abord séquence de blagues avec le chien Léphant, qu'on va appeler Doggyfant parce que j'ai pas retenu son nom, et ils partent sur son dos, mais pour s'arrêter 100 mètres plus loin parce qu'un petit singe a besoin d'aide. Et si vous saviez à quel point ce petit singe a laissé des séquelles à l'acteur 25 ans après? It was that bitch! Mr. Biggs would throw a fit and disappear into the rafters if he didn't get the take that he wanted. He had to wear a boy bikini. He would get frustrated occasionally and rip it off. Disappear into the ceiling and start jabbing. Le singe a donc besoin d'aide, mais comme ce film a clairement du TDAH, on s'égare encore, le lion chope ses propres PTSD en se faisant dominer par l'eau petit macaque. George fait le beau, se paye un arbre, et il faudrait vraiment que je brevette cette phrase, je me ferais des millions sans déconner. Et il retourne chez George. Alors qu'Ursula voulait partir. C'est un kidnapping. Voilà maintenant la scène romantique. George et Ursula sont tombés amoureux. Ils se rejoignent sous une fontaine pour se retrouver à 2 doigts de s'embrasser. Pardon, mais j'ai beaucoup trop traîné sur internet pour que ce mélange ne me fasse pas rire. Et même devant le charisme dévastateur de George, Ursula ne cède pas et lui met un gros râteau. Mais tout va bien puisqu'à peine 5 minutes plus tard, ils dansent autour du feu. Un peu plus tard, Lyle le connard et son crew retrouvent enfin Ursula au camp de George, et elle a l'air d'être vraiment super contente de le revoir. Tout tourne mal très vite. Les bandits veulent capturer le Doggyfant, mais le singe qui parle, qui s'appelle juste singe au passage, se met en travers de leur chemin. Alors que George accourt pour le sauver, Lyle prend peur de cette terrible bête, prend son pistolet-flingue et fait le plus beau headshot de toute sa vie. Mais rassurez-vous! Personne ne meurt dans cette histoire. On en sort simplement avec de gros bobos. Le narrateur le dit lui-même. Le pauvre George a été touché, mais il ne peut pas mourir parce que c'est lui le héros. Alors il s'en tire juste avec un gros bobo au crâne. Ursula décide de l'emmener en jet privé jusqu'à San Francisco pour le soigner et Lyle est mis en prison. Yes! Et c'est le moment d'introduire un nouveau personnage, la mère d'Ursula. Cette vieille peau riche et abus d'elle-même qui ne voit en Lyle que son argent et n'en a rien à faire du bonheur amoureux de sa fille. Et ce cher Lyle, comment va mon adorable futur genre? Une relation saine, les enfants. En tout cas, je suis content. Maintenant qu'on est en ville, il y a absolument aucun moyen que George se paye. Et voilà, j'ai parlé trop vite. Ursula l'emmène chez elle, alors qu'elle devait l'emmener à l'hôpital parce que George a pris une balle en pleine tête, je le rappelle, mais apparemment c'est pas si grave. Et le lendemain... George, Waouh, c'est pas censé être un film pour les gosses ça? Pourquoi ils nous mettent un Brandon à poil devant 2 filles qu'on la dalle à ce point? Tu sais qui joue le rôle principal? Bah ouais, c'est Brandon Fraser, il est dans sa qualité de film habituel, je vois pas pourquoi tu bloques dessus. C'est mal connaître sa carrière ça. Ok, donc tu vas me dire que Voyage au centre de la Terre et La Momie c'est des bons films? Non, bien sûr que non, mais c'est vachement réducteur ça. Tu sais ce qui me rend nostalgique dans cette scène et dans ce film en général, c'est que Georges de la Jungle c'est le film qui a vraiment lancé la carrière de Fraser. Il a commencé sa carrière 6 ans plus tôt en 1991 et a eu des rôles importants dès 1992 en partageant par exemple l'affiche avec Matt Damon et Ben Affleck pour School Ties. Il a aussi marqué les esprits en 1994 avec Airheads en le partageant avec Adam Sandler, mais ça ne sera toujours pas un énorme succès. Le premier gros succès sera, comme je l'ai dit, Georges de la Jungle en 1997 donc, suivi assez vite d'une explosion de carrière assez importante qui l'emmènera jusqu'à La Momie en 1999, trilogie qui engendrera plus d'1 milliard de dollars. Il est alors à son prime, le public l'adore et en plus il est quand même vachement beau gosse et bien foutu, donc Hollywood l'adore. Les succès commerciaux continuent avec le retour de La Momie en 2001, mais sa carrière commence doucement à battre de l'aile. En tant qu'homme à tout faire, Fraser prend plaisir à faire toutes ses cascades lui-même, ce depuis le début, et tout ça n'est bien évidemment pas sans laisser de séquelles. Entre enlèvement de côte, opération de corde vocale, remplacement partiel du genou, il n'est pas au bout de ses peines. Le pire reste pendant une des scènes de La Momie, où son personnage, Rick O'Connell, se retrouve pendu. La corde a été mal accrochée et surtout mal gérée pendant le tournage, et Fraser s'est retrouvé réellement pendu, le laissant inconscient pendant 18 secondes. On dirait pas comme ça, mais c'est super long. À partir du début des années 2000, il semble avoir de moins en moins d'opportunités d'avoir des gros rôles. Il enchaîne les allers-retours à l'hosto, n'arrangeant ni son compte en banque, ni son CV. C'est vraiment à partir de 2009 que sa carrière va connaître un vrai déclin. Avec Voyage au centre de la Terre, tournage pendant lequel il se retrouve entre autres brûlé à la main, et La Momie 3, le tombeau de l'empereur dragon. Il était sans cesse rafistolé à coups de glace et de bandages qui s'accumulaient sous ses vêtements. Il se construisait comme un exosquelette chaque jour.
Et c'est aussi dans le même temps qu'il subit le divorce avec sa femme, Afton Smith. À partir de là, il décide de ralentir, on ne va plus le voir beaucoup, même de moins en moins, jusqu'à tomber presque dans l'oubli. I needed to start thinking about how to work smart instead of work hard. Entre 2014 et 2018 par exemple, il ne fera que quelques apparitions par-ci par-là sur des personnages secondaires à la télévision. Mais c'est là que tout explose. En 2017 se fait connaître en masse le mouvement #MeToo pour montrer du doigt et dénoncer les agressions sexuelles et viols que subissent trop de gens, notamment avec l'affaire Harvey Weinstein. Fraser en profite en 2018 pour raconter son histoire à lui. En 2003, il se fait violer dans une voiture par Philip Burke. C'était le président de la HFPA, l'association hollywoodienne de la presse étrangère, et il est probable que cette histoire ait eu des répercussions directes assez graves comme le fait de mettre Fraser en blacklist à Hollywood et des problèmes de santé mentale, engendrant plus tard une dépression. Ceci expliquerait aussi en partie la chute de carrière de l'acteur. Fraser a été entendu et a reçu une vague de soutien, montrant plus de passages dans des séries télévisées, et une pétition a même été lancée, même si en vain, pour remettre Fraser dans la franchise La Momie et dans le cinéma mainstream. Et depuis, Fraser a fait une incroyable remontée qu'il n'a fait que mériter. Après un Doom Patrol bien accueilli, il revient comme rôle principal dans The Whale en 2022. Un excellent film si vous voulez mon avis, pour lequel il aura une standing ovation à sa première et gagnera l'Oscar amplement mérité du meilleur acteur en 2023. And the Oscar goes to Brendan Fraser. The Whale. Et si quelques-uns peuvent encore douter de ses propos ou je ne sais quoi encore, juste écoutez le ton de sa voix qu'il a pendant son discours à la cérémonie des Oscars. Oh, my goodness. I thank the Academy for this honor and for our studio A24 for making such a bold film. Pour moi, rien que le ton, sans le « je reviens de loin, c'était putain de dur et j'ai vécu l'enfer, mais maintenant je suis de retour pour de bon ». Et ça me fout le smile parce que je pense très sincèrement que Fraser est un acteur extrêmement sincère qui, en interview, quand on lui demande d'expliquer ses rôles, il passe plus de temps à célébrer le travail de ses collègues que ses propres rôles. Waouh, effectivement, je savais pas. Ouais. Tu comprends maintenant pourquoi j'apprécie d'autant plus la performance toute juvénile et rigolote de Fraser dans ce film. Et au fait, on en était où ? Ah oui. Après un petit passage au centre commercial pour enfin filer un vrai costume à Brendan Fraser, ils se font stalker par la mère d'Ursula qui va décider de la harceler. Mais heureusement, elle ne peut rien faire face à la répartie sans limite de George. Ursula part bosser, le laissant seul. Quelle erreur! Il va se bourrer de donuts devant la télé parce qu'il a grandi dans la jungle, donc il sait comment ça marche. Ses parents sont américains, il a ça dans le sang, dans son ADN. Et il va découvrir le café. Cabriole et carabistouille, placement de produits et voyeurisme, il se retrouve en haut du pont de San Francisco où, par sa grande bonté, il va sauver un gars coincé en parachute. Pour une fois, il ne se paye rien, comme quoi le scénario peut bien faire quelques efforts de temps en temps, et il redescend sans que rien ne lui arrive. Ah, bah j'ai failli être déçu. Il tombe littéralement sur Ursula qui finit dans ses bras, et là va bien falloir s'expliquer avec les parents vu que ça passe à la télé. À toute allure. Ça se voit que c'est sorti avant les Chipmunks, hein. Tout le monde en avait pas encore marre des effets nuls comme ça. Comment peux-tu me faire ça? Ouh, ça c'est toxique. Et s'il s'agit de son mariage, pas du tien. Eh ben, père de l'année. Tu veux un détail marrant? Celle-là, l'amie d'Ursula qui veut clairement se faire George, bah l'actrice c'est Afton Smith. Et il faut croire que Fraser lui a vraiment fait de l'effet vu qu'un an après ce tournage, ils se sont mariés et ont eu plus tard 3 gosses. Je déconne, hein. En vrai ils se sont rencontrés à une soirée en 1993. Mais ça me faisait marrer. Après ça, maman Ursula prend George à part pour le menacer. Je vous jure que je vous enlève votre raison de revêtir votre culotte de jungle. George est tout tristoun jusqu'à ce que Touki le toucan arrive pour lui dire que là-bas dans la jungle, le singe a été kidnappé. Longue histoire. Alors il s'en va expressément. Ursula, qui se rend compte qu'elle l'aime vraiment, décide de partir le rejoindre. Sois très prudente, chérie. Mais décidément, mon père du siècle. Worldwide Delivery Service, waouh, waouh. Tiens, mais c'est pire qu'avant celui-là. Moi j'ai touché le chef. Ah là, c'est gros. Très gros. Trop gros. Non mais faites une pub à part, carrément. Je suis choc-barre. Tellement de pubs, on dirait YouTube. Et la séquence, elle est v'là longue. Absolument tout le moment où George court, c'est plan sur ses godasses, lui qui court comme un dieu et musique épique. Plus forcé, ça va vraiment être compliqué. Et là, j'aimerais vous montrer, pas en entier, je vous rassure, l'exemple le plus parfait pour vous démontrer ce que je disais tout à l'heure. Les enchaînements de blagues sont trop longs. Beau gosse de la jungle arrive à temps pour sauver Singe, et alors commence une séance de baston. C'est long. C'est super long. Tiens, salut Ursula. C'est fou, hein. Ça va, vous?
Et je coupe beaucoup de passages parce que la vidéo durerait 4 heures, mais entre le moment où George commence à courir et où il libère... Ah non, même pas. Il ne se passe qu'une baston avec 2 types, et pourtant ça dure 10 minutes. C'est pas une hyperbole, hein. 10 minutes de gag cartoonesque. Alors ouais, il est 3h du mat, j'ai pris trop de café et ça me fait un peu rire, mais il y a vraiment un moment où je me suis dit... C'est long. Trop long. À côté de la plaque. Oh, il reste 10 minutes de film, tout le monde sait qu'il va pas... Eh ben... Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Bon, bah, au moins ça c'est fait. Ursula et George peuvent enfin se marier, et fin du film. Non, non, laisse ça tranquille, c'est pas parce que c'est Disney que tu peux tout te permettre, George, laisse le Roi Lion tranquille. Mais c'est tout pourri comme film. C'est vrai qu'il a été plutôt mal reçu par la critique, il n'y a qu'à voir les scores sur Rotten Tomatoes ou Letterboxd. Et a raison, hein, mais avec des yeux d'enfant, beaucoup de blagues passent assez efficacement. J'ai dû le découvrir et le regarder à peu près en même temps que la série sortait, c'est-à-dire en 2007. Et en le regardant 15 ans après, il y a encore quelques répliques que je pouvais citer par cœur. Que ce soit le générique, que ce soit le brisage du 4ème mur, les personnages clichés, c'est typiquement ce genre de film qui est nul, rempli de clichés et de facilités scénaristiques, certes, mais qui reste agréable à regarder et bon enfant. Il a fait plein de thunes, c'est ça. 174 millions au box-office. Et il a démarré 2ème juste derrière Men in Black. Je me disais aussi. Mais cesse de cracher ouvertement sur ce film, parce que même si plein de faiblesses, il a aussi ses forces. Je pense principalement à Brendan Fraser et Leslie Mann, l'actrice d'Ursula. En regardant des interviews des gens qui ont bossé sur le film à l'époque, le fait que l'ambiance sur le plateau était très bonne ressort assez souvent. Avec un Brendan Fraser en pleine forme, qui a franchement une bonne bouille et qui a un jeu énergique très efficace, et Leslie Mann qui est décrite comme une perle de gentillesse, je trouve qu'il y a un feeling très bon enfant qui se ressent dans l'entièreté du déroulement du film. En début de vidéo, je disais que ça avait été une torture de le regarder à nouveau. Et j'avais pas entièrement tort. J'en attendais beaucoup, je voulais renouer et ressentir à nouveau ce qui m'avait tant plu quand j'étais jeune, et depuis j'ai grandi et forcément j'ai été déçu. Mais en ayant moins quelque chose à faire et en le regardant encore une fois avec moins d'attente, plus de vannes m'ont fait rire, et il y a un comique de situation qu'on ne peut pas nier et très aléatoire, et m'a fait beaucoup rire. Comme de voir Fraser en robe et chapeau se balancer un poteau en plein milieu de San Francisco avec Mann qui se marre derrière. Ce film va loin tout en respectant l'univers qui lui est donné de base, et il s'assume complètement. Pour le meilleur autant que pour le pire, mais il s'assume. Et petite mention honorable, il a réussi à caler une grosse majorité de toutes les blagues qu'il y avait pendant la série animée de 1967. Et je me retrouve partagé pour avoir un avis final sur ce film. En commençant cette vidéo, je l'avais regardé qu'une fois et j'avais tous les aspects négatifs en tête et j'avais pour objectif de le descendre. Mais en fait je peux pas parce qu'il y a de solides bons aspects dedans. Je dirais donc que c'est un milieu parfait. Un 10 sur 20. Pas un 10 neutre, mais un 10 qui balance parfaitement entre les bons aspects et les très mauvais aspects. Et ce truc a eu une suite, les producteurs ont voulu remettre ça, mais le projet pue la merde dès le départ, pardon d'être si peu objectif. On n'y retrouve ni Brendan Fraser ni Leslie Mann, il n'est même pas sorti au cinéma, directement en DVD, ce qu'on appelle d'ailleurs un direct to DVD, pour plus tard réatterrir à la télé sur Disney Channel et Disney XD. Et c'est David Grossman qui l'a réalisé, sans même être crédité au générique du film. C'est pas le mec de Desperate Housewives, lui? Si, il en a fait une 50aine d'épisodes. Et quelques-uns des experts, de Buffy contre les vampires, de Bones. Un mec totalement taillé pour faire des films, donc c'est de l'ironie. Et c'est tout. 17% sur Rotten Tomatoes. Je sais que le jugement de Rotten peut être parfois très dur, mais pour le descendre à ce point, c'est vraiment qu'il y a une très mauvaise odeur qui s'en dégage. Mais on va aller beaucoup plus vite sur celui-là. Le film commence sur George qui se prend le logo de Disney en pleine face. Tu commences mal. Sur un générique trop long. Tu commences très mal. Sur un éléphant bien plus mal animé que dans le premier. Tu commences très très mal. Et sur George qui nous dit clairement que le studio elle avait pas les thunes pour payer Brendan Fraser. Tu commences super mal. Moi, nouveau George. Coûtait trop cher au studio reprendre même acteur. Est-ce que c'est moi ou est-ce que le film vient juste de nous dire qu'il ne ferait qu'une copie ratée du premier parce qu'ils ont pas de thunes? Le postulat de départ est très simple. Après 5 ans de vie commune avec Ursula, elle en a marre d'être la petite femme bien gentille qui fait la cuisine pendant que George passe son temps au travail. Beaucoup trop dans notre monde à nous, film, beaucoup trop. Ton but c'est de nous faire s'évader un peu pendant 1h30, alors si tu nous bases le film sur un mariage qui bat de l'aile au bout de 5 ans, c'est pas un bon départ. De l'autre côté de l'océan, le singe fait des jeux d'argent et cette tablée ressemble beaucoup trop à une mauvaise blague. Eh, c'est un singe, un vieux chinois, Harrison Ford reconverti dans la country et Elvis Presley qui sont dans un casino. Ce deuxième film est bien pire que le premier. Vous vous souvenez quand je me plaignais des enchaînements de blagues qui sont beaucoup trop longs? Ici on doit littéralement attendre 20 minutes avant que le film puisse démarrer. Et de la pire des façons, puisque c'est le retour de la mère d'Ursula qui s'est alliée avec Lyle pour la ramener aux USA. Et Lyle d'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient? Waouh, beaucoup trop film, tu vas beaucoup trop loin là. La stratégie très maligne qu'a décidé d'utiliser Mame Ursula est très simple. Il suffit de raser sa montagne et sa jungle. Mais il faut le titre de copropriété pour George. Oui, vous avez bien entendu. Georges de la Jungle 2, film pour enfants, a décidé de baser une grosse partie de son intrigue sur un titre de copropriété. Où avez-vous
ranger votre acte de propriété. Georges caché dans cache-pot. La petite famille de la jungle va donc, guidée par Maman Ursula, à San Francisco et Georges se refait une beauté. Nouveau Georges, pas mal en Armani lui aussi. Armani. En visite en ville, la petite famille va à une soirée bal où un hypnotiseur fait un foreshadowing très subtil sur la suite du scénario. Je suis Armando et je peux hypnotiser n'importe qui pour qu'il fasse n'importe quoi. Et oh, regardez qui est là, Lyle. Mais hasard de dingue. Et à partir de là, ces deux gredins que sont Lyle et Maman Ursula vont faire de leur mieux pour corrompre, je veux dire convaincre, Ursula de rester, quitte à débaucher l'entièreté de son cercle d'amis. Mais ça marche pas, alors hypnose. Parce que oui, faites pas chier, maintenant l'hypnose ça marche comme ça. Tournez le téléphone, espèce d'idiot. Comment elle le sait? Figurez-vous qu'elle ne vous aime plus. Elle vous a quitté pour Lyle. Georges, tout tristoun pour la deuxième fois, récupère son pote singe et doit retourner dans la jungle, averti par Tuki de la menace de 6 bulldozers contre une immense forêt. Il récupère au passage Ursula, qui était franchement pas compliquée à convaincre. La pauvre, elle se fait vraiment balancer dans tous les sens dans ce film. Balancer? Oh, Attention! ta gueule. Il récupère aussi son fils qui lit une BD de Tarzan en se demandant comment il a déjà raté sa vie en finissant dans un direct-au-DVD tout pourri qui finira aux oubliettes. En arrivant, ils répètent leurs erreurs en pire et vont arrêter les bulldozers dans un face-à-face pitoyable. Bref, tout est bien qui finit bien. Georges récupère le titre de copropriété et Ursula se tape toutes ses copines au passage et le narrateur, ou Dieu, s'occupe une bonne fois pour toutes de Lyle. Même la meilleure pote d'Ursula et Singe trouvent leur compte et fin du film. Ouh. J'ai été gentil, j'ai sauté plein de trucs, dont pas mal d'intrigues inutiles, Comme ce lion qui décide de chier complètement sur le roi lion en voulant reprendre le contrôle de la jungle quand Georges n'est pas là. Ils ont aussi chié sur Alice au pays des merveilles, King Kong et bien d'autres. et en plus il enchaîne avec les idées de merde, comme faire parler les animaux, faire entrer un orchestre bavarois en plein bal, et faire des faux bloopers avec les animaux en fin de film. Nique ta mère. Et voilà, j'ai perdu 1h30 de ma vie. C'était bien à chier. T'es un peu dur, non? Non, vraiment pas. Je ne sais pas qui a dit à ce film qu'il pouvait s'en battre à ce point. Entre le film qui dit ouvertement que Fraser coûtait trop cher, donc ils ont pris une copie de Wish au pif, le décret sur le caca, je vous ai passé ça parce que j'ai de la peine pour vous, hein, mais il y a bien une séquence qui parle d'un décret sur le caca. Faut vraiment tomber bien bas pour faire ça. Et surtout, je trouve ça malsain que le film essaie à ce point de s'ancrer dans nos problèmes à nous. Le singe dépense tout son fric dans son addiction pour les jeux d'argent et se tape une dette de 18 ans, bordel, 18 ans. Et toute cette histoire de copropriété, tu veux faire rire des gamins en parlant de copropriété? Je dois dire que ça me met presque mal à l'aise. Ce serait comme voir un live action de Picsou qui se met à investir dans de la crypto-monnaie. Et encore plus loin que ça, ce film dit des propos dangereux. L'attention bien plus que malsaine que Lyle a pour Ursula, en ayant une pièce entière remplie de goodies à son effigie et qu'il aille jusqu'à la manipuler pour qu'elle devienne sa femme contre son gré. Le film fait passer ça pour une blague. Non, ce n'en est pas une, et le film va beaucoup trop loin en pensant qu'on peut rire de ce genre de choses devant des enfants. Tout ça fait qu'il n'y a aucune morale là-dedans. Autant le premier film, même si un peu brinque-ballant, résolvait plutôt bien tous ses problèmes moraux à la fin. Lyle est un connard, donc là il va en prison et perd sa femme. Georges est gentil et aide les animaux et les gens, alors Georges a le happy ending. Ursula a su mettre en avant ses idées, ses opinions et ses besoins, jusqu'à se faire entendre. La mère d'Ursula a voulu être trop possessive envers sa fille, alors elle n'a eu d'autre choix au final que de l'écouter au lieu de lui imposer ses choix, comme une bonne mère le fait. C'est basique et pas aussi simple que ça en vrai, mais ça marche pour des enfants. Ce deuxième film, en plus de chier totalement sur le premier en faisant revenir les personnages mais en pire, n'a aucune morale dans ce genre. Le seul truc à en tirer, c'est que contre la déforestation, il suffit de balancer des noix de coco sur des bulldozers. Tout le monde est en roue libre, le scénario s'égare en commençant beaucoup trop d'intrigues à la fois, et forcément quand il faut tout résoudre à la fin, c'est le gros bordel. Parce que oui, je suis loin d'avoir tout détaillé, et j'ai sauté volontiers tout l'arc de l'échappatoire de Las Vegas en étant poursuivi par 2 criminels et le pote kangourou qu'ils se sont fait au passage. Tout l'arc avec le lion dans la jungle qui se la joue Scar à essayer de devenir le roi, et même le fils de Georges. Bah oui, on oublie qu'il a un fils tellement il est perdu au milieu de tout. Alors que pourtant il partage l'affiche avec le personnage principal. Et les acteurs sont à la ramasse. Christopher Showerman n'est qu'une pâle copie qui nous fait regretter le charme de Fraser, et Julie Benz n'a juste pas l'air là pendant ce film. Je vous jure, pendant absolument tout son temps d'écran, on dirait qu'elle est dans un état second. Heureusement, vu que ce n'est qu'un direct to DVD, le film n'atteint pas une grande audience et n'a pas la visibilité nécessaire pour détruire la licence. Par contre, on n'aura jamais de 3e film. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais la licence n'est toujours pas morte pour autant. Et là on rentre enfin dans la partie pour laquelle je voulais faire cette vidéo à la base, le dessin animé en 2007. En 2004, c'est au tour de la nouvelle génération, soit Tiffany Ward, fille de Jay Ward, de reprendre les rênes de la licence. Elle était déjà là, mais en tant que renfort seulement pour le premier film de Georges de la Jungle. Mais cette fois, elle revient en tant que productrice exécutive, soit en quelque sorte la marque du Pont-Avis des États-Unis. En s'alliant d'abord avec Teletoon puis Cartoon Network, le papa d'à peu près toutes les séries de notre enfance, le style d'animation part pour un style flash, style devenu très populaire au début des années 2000, commençant avec Samurai Jack et les Super Nanas. Tout ça c'est grâce à Studio B, grand studio d'animation
d'animation qui ne s'était mis que récemment à ce nouveau tremblement de terre qu'a été Adobe Flash. Sans blague, j'ai l'impression qu'en sachant ça, la quasi-intégralité de ce que j'ai connu étant jeune a été fait avec Flash. Bob l'éponge, Shuriken School, Pucca, Wakfu et j'en passe. On y retrouve donc George, sa jungle et son générique, mais avec pas mal de nouveautés. En plus d'Ursula, on découvre le personnage de Marguerite et leur père respectif, un scientifique et un maître vaudou. Le singe n'est plus juste un singe nommé singe, mais s'appelle Max, et Shep le dogifant et Touki le toucan ont des rôles nettement moins importants. Et la nouvelle plus grande nouveauté, la meilleure idée de ce reboot, George n'est plus aussi chiant. Il parle à peu près bien, et même si la réplique est toujours dans le générique qui n'a quasiment pas changé depuis le début en 1967, il ne se paye quasi plus rien en se balançant à ses lianes. Néanmoins, la série décide de voir cette fois plus l'action en cours d'un point de vue plus juvénile qu'avec des adultes, rajeunissant tous ces personnages à leur adolescence. Le dessin animé tourne toujours autour de quelques gags et un fil conducteur sans se suivre vraiment entre eux. Et tout reste très, voire trop politiquement correct, sans vraiment de développement de personnages et sans se mouiller. Le dessin animé au final est beaucoup regardé et beaucoup oublié. Il n'a pas eu un accueil critique vraiment encourageant. Les avis sont très partagés entre les fans désireux de retrouver ce que le premier film ou la série de base leur a servi, et la nouvelle génération, qui n'a aucune référence de ce qu'il y avait avant, et leurs défendeurs. Et bien évidemment, vu que la série essaie de se caler au maximum comme un truc de Jones, un jeu vidéo basé dessus est sorti. George of the Jungle and the Search of the Secret, parce que ce serait vraiment trop con de le traduire en Georges de la Jungle à la recherche du secret. Il est donc sorti en avril 2008 sur Wii, PS2 et Nintendo DS, développé par Papaya Studio qui a principalement fait des jeux pour Disney et Cartoon Network avant de faire faillite en 2013. Ah, quel plaisir de relancer la Wii. Ça a été ma première console et j'avoue avoir fait mes premières traces vidéoludiques là-dessus. Des jeux comme One Piece, Limited Cruise, Mario Kart. Ça va, mec? Super. Alors c'est parti. Ah, mais je vais finir par en faire des cauchemars de lui. Le jeu commence sur ah bordel, sur George et Max qui ont une nouvelle mission. Allez voir. Ah mais c'est dégueulasse. Et c'est sorti la même année que Super Smash Bros Brawl. Bon, super départ, les modèles 3D sont horribles, le background est juste continué de sprites 2D, juste balancé comme ça, et la lip sync est même pas faite. Quelque chose de bien plus important, s'entraîner au foot. Donc, si George doit partir en mission, c'est parce que Marguerite et Ursula sont tombées malades. Bah oui, on chope vite un rhume dans le froid infernal de l'Afrique centrale. Et que Touki le toucan, qui est soudain devenu un enfoiré, va voler le livre de potions et éparpiller les pages dans toute la jungle. Le jeu est un platformer assez basique. George peut sauter, faire des doubles sauts, faire des mini-puzzles en tirant des caisses pour accéder soit à la suite du tableau, soit aller chercher un objet, et il y a même un système de combat. Ok. Et le système d'attaque est plutôt varié, avec des attaques spéciales après les doubles sauts et le fait de pouvoir rusher sur les adversaires. Avec en prime ce petit moment où George doit se remettre, ça rajoute du challenge pour bien le caler. Ça a l'air bien comme ça, hein. Si seulement George était pas aussi lent et si peu maniable. Chaque mouvement, il le fait avec un pain de briques dans le cul. J'ai littéralement passé 10 minutes sur le premier tableau avec les lianes tellement le double saut est géré avec le cul. Et qu'est-ce qu'il fait lui là? Et de temps en temps on peut faire hurler George son fameux cri pour que... Attends. C'est pas lui qui a volé le bouquin tout à l'heure? Il essaie quoi? De se faire pardonner? En fin de niveau, il y a un combat de boss, parce que George, en tant qu'ami des animaux, doit péter la gueule de tous les singes et descendre leur royaume. Et c'est parti pour 10 autres niveaux avec le même gameplay lent et codé avec le cul. Et si jamais vous perdez vos 4 vies, le jeu fait game over. Et là, faut recommencer tout le niveau, et tu dois aussi te retaper toutes les cinématiques, tout ça pour qu'à la fin du jeu, on se fasse reprocher d'être parti trop longtemps parce que le remède magique soit juste une putain de soupe au poulet. Ils ont pris de la drogue, les développeurs? La série de 2007 est plutôt appréciée, fait des bons scores et sera rediffusée pas moins de 4 fois de 2007 à 2010. Et c'est donc tout naturellement qu'une deuxième saison a été commandée pour 2017, soit les 50 ans de George. C'est vieux 50 ans. Coucou papa. Pas grand chose ne change par rapport à la première saison, à part peut-être une nostalgie du corps athlétique de George. Des nouveaux épisodes, des nouveaux gags avec globalement les mêmes personnages. Mais s'il y a bien quelque chose qui est à noter avec tout ça, c'est la nouvelle popularité du dessin animé. Depuis le début des années 2010, la chaîne YouTube officielle poste régulièrement gratuitement tous les épisodes et ne perd pas le fil en postant toute la deuxième saison en 2018 à sa sortie, en plus d'être diffusée à la télé. Dans un YouTube en expansion permanente et la visibilité ahurissante qu'offre le récent YouTube Kids, qui regroupe principalement des programmes pour des enfants, c'est sans surprise que les épisodes de la série encensent des millions et des millions de vues, comptabilisant au total plus de 360 millions de vues. C'est comme si absolument chaque individu habitant aux États-Unis avait vu un épisode de George.
ça fait beaucoup. Et en plus de ça, la série arrive à conquérir plus de cœurs qu'à sa première saison, les spectateurs jugeant les personnages plus investis dans le scénario et dans leurs relations. Mais le truc le plus marrant dans l'histoire, c'est que cette série est également disponible maintenant sur Paramount+, une plateforme de streaming liée à CBS. CBS, c'est la troisième chaîne avec NBC et ABC dont je parlais au début du Big Three, les trois chaînes de télé les plus importantes des années 60 aux États-Unis. Là où Jay Ward faisait ses marques quelques années avant de créer George. La boucle est bouclée. Au final, depuis 1967, c'est donc pas moins de 3 générations que George aura pu séduire avec ses balancements de liane en liane pour à chaque fois finir dans un arbre. Avec son générique aussi mythique, qui à part quelques remasters est resté le même depuis ses débuts, est toujours ancré dans pas mal d'esprits, et même si ce n'est pas la meilleure série, pas assez bonne pour qu'on se souvienne des épisodes, c'est pas non plus assez nul pour être oubliable. Et par rapport à bien d'autres séries, George a su se mettre à la page avec chaque génération pour séduire à chaque fois un nouveau public. Il s'est souvent retrouvé au bon endroit au bon moment, du passage à la télé en couleur au début des années 60 et le Big Three, à l'explosion de YouTube Kids en 2018. C'est même devenu un gars avec une sacrée renommée. Étant un argument de vente principal lors du lancement de la chaîne DreamWorks. Alors oui, j'ai pas mal craché dessus parce que je suis peut-être un peu aigri, mais surtout parce que, à force de travailler dessus, j'ai commencé à me réveiller le matin avec le générique dans la tête et c'est pas le meilleur feeling. Mais en vrai, si j'ai voulu faire une vidéo dessus, c'est bien parce que ça m'a marqué quand j'étais petit et pas tellement dans le sens négatif. C'est le genre de truc qui, je ne sais pas pourquoi, repop dans ma tête 15 ans après. Alors si ça vous a rappelé des trucs à vous aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres anecdotes, de trucs de votre enfance qui repopent dans votre tête 15 ans après, n'hésitez pas à le partager également. Et si jamais vous avez envie d'en reparler plus en détail, venez me voir sur Twitch, n'hésitez pas, je stream assez souvent. C'était tout pour moi, merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'élucubrations propres à notre génération. À la prochaine. Est-ce que tu connais Georges de la Jungle? Attends, recommence ta phrase? Oui. De quoi tu te souviens de Georges de la Jungle? D'un mec complètement con. Seulement de nom. Et encore. D'un singe complètement fou. En vrai, je connais. Non, je suis pas sûr de connaître. Ouais. Georges de la Jungle? J'ai jamais regardé. De trucs très malaisants. D'accord.